Cher journal, aujourd'hui je vais te parler d'un livre que j'ai lu en seconde, que j'avais pas terminé parce que je me sentais pas prête. Je l'ai relu récemment et il m'a beaucoup touchée. En fait, j'ai pas de mots pour décrire le sentiment que j'ai à la fin de ce livre parce que je suis passée par trop de sentiments et trop d'émotions. Ce livre, c'est Pays de malheur, un jeune de cité écrit à un sociologue. Ce jeune, c'est Younes Amrani, c'est un nom d'emprunt. Il a 28 ans. Il travaille comme emploi jeune à la bibliothèque en banlieue lyonnaise. Et ce sociologue, c'est Stéphane Beau, qui est célèbre pour ses travaux de qualité, parce que j'avais lu un livre de lui avant, de qualité, parce que peu importe qui tu es, tu peux le lire. Ces livres sont accessibles, contrairement à d'autres livres de sociologie que je trouve très compliqués. C'est des livres qui sont faits sur le terrain. En tout cas, les livres que j'ai lus, que deux livres à lui, 80% au bac et Pays de malheur. Ses travaux, ils portent sur les transformations des milieux populaires en France. Et il a écrit notamment 80% au bac et après, que j'ai lu en terminale et qui m'a bouleversée. J'en reparlerai. Et qui a été même l'œuvre centrale de mon grand oral. Et c'est d'ailleurs ce livre qui va mettre en relation Younes Amarani et Stéphane Beau. Euh, Ce livre, c'est une correspondance qui date de 2002, il y a 20 ans tout pile, mais j'ai l'impression que les choses elles n'ont pas bougé. Les problématiques que Younes Amarani aborde dans ce livre, et Stéphane Beau aussi, c'est des problématiques qui persistent. Les sujets dans lesquels il parle, parce que le livre il est divisé en les chapitres sont divisés en sujets, donc il va y avoir un sujet sur la famille, sur le service militaire, sur le lycée, etc., etc. Il raconte vraiment son parcours de vie jusqu'à ses 28 ans, et j'ai l'impression qu'il y a peu de choses qui ont changé. Il y a des choses qui se sont améliorées, mais tellement peu. J'ai l'impression qu'au contraire, ça s'est dégradé. Et que j'ai l'impression qu'on est dans une continuité. Voilà, je trouve que c'est une continuité avec en 20 ans, deux générations et c'est presque rien passé. Dans un des Et chapitres je qui trouve ça s'appelle trop La triste. Et famille, c'est ça qui m'a le il y a plus un attristé passage dans qui m'a ce livre. énormément marqué. Je pense que c'est celui qui m'a le plus marqué de tout le livre parce qu'il exprime tellement bien des choses que j'arrivais pas à exprimer, des choses que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et en fait, il l'a fait. Et c'est incroyable. Donc, je vais vous lire l'extrait. L'immigration a créé du désespoir, de la misère, des êtres creux, vides de tout. Alors on essaie de construire avec les moyens du bord. Avec ceux qui présentent la religion, la fuite, la drogue, la violence, ou alors le reniement. Moi, maintenant, je veux vivre. J'en ai marre des problèmes. Je dirais même que je m'en fous de tout. Du matériel, du bled. Je veux comprendre, réfléchir, discuter. J'ai un énorme besoin de communiquer, de raconter, d'être écouté, d'échanger. Mais avec qui? Ma famille? J'en aurai jamais le courage. Mes amis? Ils vont dire t'es débile, vis ta vie et puis c'est tout. Je veux aimer, partager des sentiments, sentir des émotions, mais là aussi avec qui? Sophia, elle est trop proche de ma réalité et a autant de problèmes dans sa tête que moi. Comme Fafa qui se réfugie dans la violence, moi je me réfugie vers Ismaël. Je ne veux pas paraître comme quelqu'un de négatif, qui ne fait que se plaindre, mais je veux me libérer, respirer. Des fois je me dis, ils ont qu'à tous crever. Tout n'est pas noir, bien sûr, mais des fois dans ma tête, je me dis oublie tout ça. Les problèmes de famille, le temps perdu avec la défonce, l'armée, le manque de copines. Vis en oubliant. Fais couler une dalle de béton sur ses souvenirs. Ça dure un peu, et puis ça me revient. Hier, en attendant le bus pour rentrer chez moi, je voyais tous ces gens autour de moi, et je me disais, si vous saviez ce qu'il y a dans ma tête. Et puis, je voyais tous ces gamins, tous ces meufs de 20 ans, qui font les belles et qui ont grandi dans la merde. Tout ça n'est qu'une mascarade, un grand jeu où les seuls vainqueurs n'y participent pas. J'ai longtemps été raciste. Pas ce racisme minable qui consiste à dire que sa race est la meilleure. Non. On a fait de moi un raciste à force de privation, à force de dégoût des Arabes qui se transforment en haine des Français. Raciste pour se dire qu'on vaut quelque chose. On était des personnes en danger et personne ne nous apportait assistance. Maintenant, je ne suis ni raciste ni autre chose.
J'aimerais pouvoir dévoiler les méfaits de leur basse œuvre, avoir les outils intellectuels pour expliquer pourquoi tant de jeunes sont aigris, sans espoir. Un jour, vous m'avez demandé pourquoi tant de jeunes avaient la haine, comment ça apparaissait. Je crois que ça ne peut pas s'expliquer. Ça se vit tout simplement. Les gamins du quartier font les coqs, les malins. Les filles font les belles. Mais la souffrance enfouie en fond d'eux existe bel et bien. Sinon, ils n'auraient pas ces attitudes. On pourrait croire que j'en veux à la terre entière. Eh bien non. J'en veux simplement à mes proches, aux Bervillois, aux Français, à tous ceux qui m'ont laissé vivre des choses que je ne méritais pas. Bien sûr, il y a pire. Par exemple, mon pote, qui est en prison à Rennes pour braquage. Durant les 10 dernières années, il en a passé 5 en prison. Bien sûr, certains sont devenus complètement dingues. D'autres plus courageux se sont jetés par des fenêtres ou se sont pendus. Moi, je suis bien. Je peux être lucide, mais surtout acide. En fait, j'ai la haine. Mais pas une haine violente. Non, une haine réfléchie. Une haine suscitée par la jalousie. Ça revient souvent chez moi, la jalousie. Mais c'est une jalousie de quelqu'un qui a été privé d'amour et qui en veut. C'est rare qu'un mec du quartier parle d'amour. Ils vous parleront de queue, de meufs bonnes, de sodomie, mais jamais d'amour. Nos parents, on en fait un tabou. Alors maintenant, que faire? Courir les manifestations anti-G8, anti-Raffarin? Ça me fait marrer tout ça. En s'attaquant à ça, Attaque et toute sa clique jouent le jeu des dominants. Venez vous prendre la tête avec nous, et pendant ce temps, la misère continue. Un autre monde est possible, paraît-il. Mais quand on n'est pas de ce monde, comment on fait? Mais quand on n'est pas de ce monde, comment on fait? L'année dernière, les gens, en votant Chirac, ont sauvé leur derrière, rien d'autre. Je vais sûrement passer pour quelqu'un qui noircit la situation. Et j'approuve. Mais c'est la seule manière que j'ai de sortir ça de ma tête. Pourquoi on ne nous aime pas? Pourquoi les gens nous ignorent? On me répondra que c'est faux, que la France a une tradition d'asile, de compréhension humaniste, etc. Mais c'est faux. Tout le monde ferme les yeux. Ils vivent peinards. Pourquoi ils se casseraient la tête? Je me répète sûrement, mais moi, je veux aimer et être aimé, tout simplement. Et soyez sûrs que beaucoup sont dans mon cas, mais ils ne le diront pas, car on ne leur a jamais appris. Désolée pour ce message sombre, mais ça me passera. Des fois, ça ressurgit, comme ça. La rage gratuite. À bientôt, Younes. En fait, ce passage, il résume tout. J'ai rien d'autre à ajouter, en fait. Parce que c'est la réalité. Et en tout cas, c'est ce que moi, je vis. Et j'en pense pas moins, en fait. J'ai l'impression qu'on a été laissé de côté et que oui, on a besoin d'amour. L'amour de notre pays. Parce que c'est là où on est né. C'est là où on a grandi. C'est là où on s'est construit. Et que même si nous venons d'ailleurs, entre guillemets, notre sang vient d'ailleurs, bah, notre esprit, il est là. Et il restera là. Et le fait qu'on ne nous aime pas, bah, c'est triste parce que c'est un amour qui va à sens unique. Et c'est peut-être pour ça qu'on se voile la face et qu'on se dit oh la France, on l'aime pas, on la quittera. Mais je pense qu'on va jamais la quitter et que notre destin il est là. Et que faut qu'on apprenne à vivre dans le rejet en fait. C'est violent. Dans un des chapitres qui s'appelle Rien n'est fait pour nous, Younes il parle du fait qu'en fait on est rempli de faux espoirs en tant que personne qui vit en banlieue, que la souffrance elle est collective et que en fait notre vie elle est déterminée à l'avance et en fait on n'a pas le choix. Je vais vous citer un passage où il explique qu'il aurait aimé être quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre la vie qu'il aurait aimé vivre, je pense, ou du moins avoir une vie sans problème en fait, une vie des plus banales où les problématiques sont différentes, où on va dire qu'il n'y a pas de problème existentiel. Il explique: j'aurais aimé être fils de prof, aller dans un lycée de Bourges, fréquenter les salles de concert et les bars branchés, et voter socialiste ouvert pour me donner bonne conscience. Mais non. Je suis fils d'esclave, ayant grandi dans la merde, entouré de personnes sans espoir ni volonté, ou plutôt possibilité, de réussir. Je terminerai par cette affirmation. Rien n'est fait pour nous. Younes.
Et cette partie, elle m'a marquée parce que je me rends compte qu'il vit tellement dans un mal-être qu'il en vient même à renier son identité. Enfin, ouais, moi j'ai plus l'impression qu'il renie son identité. Et je trouve ça violent, je suis fils d'esclave. C'est violent. Parce que, en plus, il en parle de ses parents, enfin, il parle de sa famille dans le livre. Et il explique, par exemple, il parle d'un épisode où sa mère, bah, quand elle avait des problèmes ou quand elle allait voir l'administration, elle se, elle se mettait en situation de soumission. Et bah, moi, j'ai déjà vu des situations comme ça, même aujourd'hui, malheureusement. Et c'est vrai que ça m'avait marqué. Et là, en disant ça, je sais pas. J'ai pas les mots. Je suis pas d'accord. Parce que, en fait, moi, j'aimerais pas être fille de prof. Aller forcément dans un lycée de Bourges, fréquenter des bars branchés parce que c'est pas moi. Et et que j'ai ma propre identité et que j'en suis fière. Je suis fière d'être allée dans un lycée de banlieue, d'avoir vécu la vie que je devais vivre. Je suis heureuse d'avoir les parents que j'ai parce que ils m'ont transmis énormément de choses. Même si même si c'est pas la culture qui est admise à l'école, bah, j'ai appris énormément de choses, ne serait-ce que culturellement. J'ai découvert d'autres horizons. J'ai une vision plus élargie des choses parce que en vivant avec deux visions différentes, bah, on voit le monde peut-être autrement que les autres et ça, c'est une force. Et j'ai l'impression que voilà, bah, Younes Amrani, tout au long du livre, il s'en rend pas compte de ça. Peut-être parce que, après, c'est une génération différente, c'est pas les mêmes. Il y a eu des avancées, et je sais pas, mais j'ai l'impression que. Alors, il en parle en plus du bled. Il dit qu'il se sent pas marocain, qu'il se sent à sa place nulle part, et ça, c'est vrai. Parce que même moi, et même moi en fait, parce que quand je vais au bled, bah, on me dit que je suis française, et quand je suis ici, on me demande d'où je viens. Et pourtant, je dirais que je suis assez intégrée dans les deux. Je parle les langues, culturellement ça va, etc. J'arrive, j'ai saisi les codes des deux cultures et j'arrive à composer avec. C'est un peu une vie de schizophrène, mais bon, c'est notre identité et pour moi, on doit composer avec. Après, on n'est pas obligé forcément de composer avec, mais moi, j'estime que les deux sont importants dans ma construction identitaire. Ce chapitre, je trouve que c'est l'un des meilleurs chapitres quand même, parce que il dit autre chose. Par exemple, il dit que il faut que les gens sachent que derrière ces jeunes qui foutent la merde, qui friment, qui s'excluent ou qu'on exclut, il y a aussi des cœurs, des sentiments, des états d'âme. Et je trouve que c'est véridique parce que on nous a toujours mis dans une case et on nous met encore dans une case. Mais